ce webinaire sur la thématique Découvre l'entrepreneuriat dans le monde du sport, cultive ton esprit d'entreprendre. Premier webinaire qui ouvre la semaine créative en partenariat avec l'ANESTAPS que je laisserai se présenter juste après. Alors, donc, créative, c'est quoi? C'est la semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat que Pépite France organise dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne connaissent pas Pépite France, alors Pépite, c'est un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur qui a deux objectifs. Le premier, sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat et le deuxième, accompagner ceux qui souhaitent entreprendre. Je vous invite à aller sur le site de Pépite France si vous voulez plus d'informations sur le dispositif. Et sachez que vendredi, il y aura également un webinaire sur le statut national d'étudiant entrepreneur, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Lydie dans un premier temps, pardon. Et ensuite, j'inviterai Majid à se présenter, Majid qui animera ce webinaire en compagnie de Adem et Alicia. Lydie, si tu veux prendre la parole pour présenter l'ANESTAPS et pourquoi on a fait ce webinaire ensemble en partenariat entre Pépite France et l'ANESTAPS. Pas de souci. Bonjour à tous. Moi, c'est Lydie et du coup, je fais partie de l'ANESTAPS, donc de l'Association nationale des étudiants en STAPS, une fédération qui a plusieurs objectifs. De représenter et défendre le droit des étudiants dans le champ du sport et de l'animation, de créer des projets d'innovation sociale en rapport avec le sport et aussi de pouvoir former les militants et militantes qui font partie de notre réseau d'associations et donc des bureaux des étudiants STAPS un peu partout en France. Pourquoi cette semaine créative avec Pépite? Eh bien, tout simplement parce que la mentalité d'un entrepreneur peut être comparée à celle d'un sportif. Et donc, ça fait des étudiants dans le champ du sport et de l'animation eh bien, de bons entrepreneurs ou du moins avec une belle énergie et en tout cas de l'énergie à revendre dans ces projets-là. Donc, c'était pour ça dans un premier temps et puis dans un deuxième temps pour pouvoir aussi présenter des étudiants de la filière STAPS ou du moins étudiants dans le sport pour qu'ils puissent promouvoir leurs projets et aussi parler de leur expérience en comparaison avec celle d'un entrepreneur. Voilà. Et du coup, je vais laisser la parole à Majid. Merci Lydie, merci Manon. Donc Majid Yayaoui, je suis en charge de l'entrepreneuriat dans une école de commerce, PSB, Paris School of Business. Et j'ai accompagné des entrepreneurs pendant une quinzaine d'années quand j'étais à la Chambre de commerce de Paris. Donc ça fait au total 22 ans que je forme, j'enseigne et j'accompagne les entrepreneurs. Donc voilà, donc l'entrepreneuriat depuis 22 ans. Donc j'ai vu aussi pas mal de gens galérer, des gens savoir courir vite, des gens qui confondent marathon et sprint. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va faire là durant cet échange, c'est vraiment travailler sur ce parallèle et sur quoi, en tout cas, on peut comparer un sportif et un entrepreneur en prenant comme trajectoire, en tout cas, deux beaux exemples ce soir. Et on tâchera aussi de répondre, en tout cas, à pas mal de vos questions que vous allez peut-être oser poser et celles qu'on ne vous aurait pas posées aussi sur la démarche entrepreneuriale, quels sont les bons réflexes à avoir quand on monte un projet. Et donc, on va se servir de ces deux projets, donc celui d'Adem qui va se présenter et également d'Alicia comme fil rouge pour discuter en tout cas des best practices. Voilà. On peut, je pense, enchaîner. C'est parti. Alors, a priori, ça fonctionne pas la discussion, donc je vais regarder ça pour régler le problème. En attendant, ben, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions au fil du webinaire. Vous pouvez lever la main et je vous permettrai de parler au micro. Ou sinon, ben, dans la session questions-réponses, vous pouvez poser toutes vos questions. On va commencer par le projet d'Adem, puisqu'il est à l'écran, donc il va pouvoir nous le pitcher. Donc,
Il y a, je crois, deux, trois slides, donc c'est assez synthétique. Et ce qui est intéressant, c'est que il n'est pas tout seul, donc ça, c'est le côté collectif aussi est intéressant à observer. Donc, on va laisser présenter un peu le projet. Je l'arrêterai à certains moments. Je le ferai répéter avec une question subsidiaire. Voilà, donc déjà il va se présenter, ensuite présenter son camarade et nous expliquer aussi comment est née cette rencontre et ce début de collaboration, la genèse de l'idée, le concept, etc. Est-ce que c'est lui qui est le porteur principal? Est-ce que c'est son ami et associé? Ou est-ce qu'ils sont partis ensemble d'un même constat, d'une même observation qui a été l'élément déclencheur? Voilà. Merci Adem, c'est beaucoup, toi. c'est gentil. Alors du coup, pour nous présenter succinctement, donc déjà, je tiens à excuser mon collaborateur qui n'a pas pu être présent ce soir. Donc nous, notre projet s'appelle Move It et on va faire une petite présentation de moi-même et de Zakaria. On est tous les deux du coup étudiants en STAPS. On a pris tous les deux la filière du coup d'ingénierie et ergonomie de l'activité physique. On est tous les deux en master 2 du coup. On a deux branches un peu distinctes. Donc Zakaria est plutôt dans la bio-ingénierie des tissus et des implants et moi je suis plus sur le versant facteur humain des interactions avec l'environnement. Et en fait, c'est au cours d'un cursus parallèle qu'on a fait du coup en commun, c'est là où on s'est rencontrés, qu'on a du coup été mise dans un process de création du coup d'idées, de problématiques. Et donc c'est un peu comme ça que l'idée de Move It est née. En fait, on s'est rendu compte que la problématique, on peut pas, on peut tourner de slide. Hein, celle-là, je pense qu'on a fini. Je ne sais pas si j'ai la main dessus. Voilà, parfait. Donc, on a rencontré du coup deux problématiques qu'on rencontre nous dans la vie quotidienne et finalement en parlant avec beaucoup de personnes, ils sont aussi dans ce même cas. C'est la difficulté ou alors l'inconvénient de devoir se déplacer pour devoir être à proximité d'un emplacement électrique mural, donc tout simplement d'une prise. Et donc, on s'est dit, on est parti de ce constat-là. Ça s'est fait à peu près en période de Covid. On était tous les deux chez soi. Et pour devoir charger notre téléphone ou même notre ordinateur, on devait se déplacer sur notre bureau, enfin, à côté d'une prise. Et en fait, l'idée tout simple qu'on a eue, c'est est-ce que on ne pourrait pas essayer de créer du coup un dispositif qui nous permettrait du coup de s'affranchir de cette problématique-là et de permettre du coup d'avoir une solution qui est plutôt adaptable. Donc en fait, au lieu que ce soit les individus qui se déplacent pour aller vers les prises, ben, qu'en fait on ait tout simplement des prises pardon, qui soient amovibles. Donc notre proposition de valeur, elle a un mini cahier des charges qu'on a essayé de synthétiser ici là en deux trois points. Donc notre dispositif, on aimerait qu'il permette du coup une liberté d'arrangement et de réarrangement, qui soit connecté et qui puisse être contrôlé à distance. Donc pour toujours rester dans cette notion de domotique, c'est très actuel, on est très dans cette dynamique-là, tout en minimisant le coût des travaux. Et après, on a deux grands pans. Donc, on veut que ce soit un dispositif qui soit assez éco-responsable en utilisant un circuit court, filiale française, et en utilisant un maximum des matières renouvelables dans la mesure du possible. Et bien sûr, du coup, créer du coup un tissu qui est un produit pardon, qui est typiquement français, parce qu'on veut valoriser aussi les compétences et les connaissances qu'il y a sur le territoire français. Voilà. Je crois qu'il reste Donc, un dernier positif, je ne suis pas ouais, sûr. on va regarder la dernière positive Ouais. derrière parce qu'il faut qu'on Du voit à coup, quoi ça ressemble, voilà. puisqu'on on se pose des questions à quoi ça ressemble. Donc, c'est ça. Le dispositif, finalement, il est composé de deux grands éléments. Donc, on aurait un rail qui serait émetteur d'énergie. Et finalement, le boîtier prise qu'on connaît, qui est accroché au mur, il serait assez modulable et il pourrait du coup coulisser à travers ce rail. Euh, la technologie qu'on veut utiliser, c'est une technologie qui existe déjà. Donc, elle n'est pas appliquée à ce domaine-là, mais elle existe déjà. C'est l'induction, c'est le transfert d'énergie sans fil. Et donc, on sait que cette technologie-là, elle tend à devenir un standard mondial. Et donc, on aimerait du coup surfer sur cette vague-là aussi, d'expansion du coup de la domotique, de cette technologie, pour l'appliquer à un domaine où elle n'est pas encore appliquée et essayer du coup de, d'implémenter du coup des prises qui soient amovibles. Voilà pour la petite présentation du projet. Je vais me permettre une question. À qui ça s'adresse exactement? À quel usage? Alors, à tout utilisateur. C'est vraiment pour l'usage domestique, que ce soit même en entreprise, dans des espaces de coworking. Vraiment, ce serait un usage comme finalement, ça remplacerait en fait les prises qu'on aurait chez soi. Donc, tout le monde en a besoin et finalement, on a vraiment un grand champ de, D'utilisation. d'utilisation. Voilà, merci. Mais entre Monsieur Dupont qui cherche à faire de la rénovation énergétique, des travaux, parce qu'aujourd'hui, on a un parc
en situation de passoire énergétique est une catastrophe en France. Mm. Donc, à l'occasion de travaux, etc., on peut envisager, entre guillemets, puisque travaux IA électriques, de mettre en place ce dispositif. C'est ça. Donc, soit Mais, oui. rénovation électrique ou même nouvelle construction, hein, tout simplement. C'est un peu les deux versants. C'est vrai que qu'on dissocie un peu dans les approches qu'on veut exploiter. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es parti observer, questionner des utilisateurs, tant particuliers que professionnels, que les particuliers dans un contexte professionnel? Je prends l'exemple, par exemple, des freelances dans les espaces de coworking, Mm. qui sont assez consommateurs d'espaces de coworking, donc, voire même où ils improvisent du coworking dans des cafés, pas des lieux dédiés, qui n'ont pas été pensés pour ça, avec des espaces bureaux, etc. Donc, ce serait intéressant de voir aussi comment toi, tu as questionné tes cibles pour essayer un peu de mieux comprendre les usages. Alors, j'ai peut-être oublié de le préciser aussi. Moi, ça fait 2 ans du coup. Enfin, le projet est suivi depuis 2 ans par Pépite. Donc, on a la chance du coup d'avoir des tuteurs, des cours qui nous permettent de structurer un peu ce qui nous manque comme compétences et comme connaissances. Et du coup, c'est vrai que euh, dès le début, on nous a dit d'aller se confronter au terrain, d'aller se confronter du coup à la clientèle. Et du coup, c'est ce qu'on a fait assez rapidement. On allait interroger du coup notre cible, c'est un peu les bureaux d'études. Donc, c'est là où se trouvent les bureaux de conception, d'agencement, 3D, enfin voilà. Donc, on est en contact avec deux contacts principaux. Un qui est plutôt dans le BTP et un architecte. Et donc, en fait, on essaie de leur questionner, de voir un peu, déjà, est-ce que l'idée leur semble pas mal? Et après, comment ils peuvent, du coup, implémenter ça dans leur process de création aussi. Et du coup, on essaie de faire un travail un peu collaboratif, euh, par itération, en fait. On fait de l'essai-erreur, enfin, on Bien teste sûr. certaines choses et petit à petit, on trouve la solution, on va dire, un peu optimale. Mais oui, on est directement allé voir la clientèle sur le marché. Faut pas hésiter à se lancer. Faut vraiment être proactif là-dedans. D'accord. Et d'un point de vue technique, en termes de coût de réalisation de ce type de rail émetteur, au mètre carré, au mètre linéaire, puisque l'idée, c'est d'amener en tout cas le courant sur tout un espace pour éviter de se déplacer. Donc, on a un système un peu plus modulable. Tu as commencé à avoir un chiffrage des coûts. Alors, compliqué encore à dire à l'état actuel parce que la solution n'est pas encore définie à 100%. Mais notre volonté, c'est de rester dans les prix du marché qui existent dans la rénovation électrique ou alors comparer à des concurrents qui peuvent exister, qui peuvent répondre à ce problème-là par des technologies qui sont un peu diverses. Euh, Grosso modo, on a fait des estimations sur du 100 mètres carrés, donc une maison, on va dire classique, enfin même un peu plus. On partirait sur entre 15 et 20 000 euros dans la rénovation électrique. Donc, ce qui est à peu près l'ordre de ce qui existe maintenant quand on parle de rénovation électrique, tout ça. Donc, on essaye de rester dans cet objectif-là pour pas vraiment proposer quelque chose qui est trop excessif. Voilà. Sans pour autant avoir tranché d'un point de vue cible pour l'instant. Non, voilà, c'est ça. Pour le Mais il moment, on n'a pas faudra, encore. mais il faudra trancher à un moment ou à un autre. C'est ça. On va passer juste pour Alicia pour pouvoir se présenter aussi, quitte à revenir ensuite sur les projets et prendre aussi des questions comme celle qui vient d'être posée, savoir si tu as un compte Instagram ou Internet pour voir un peu visualiser un peu mieux le produit. C'est l'une des questions qui a été posée. Donc voilà, on fait une petite parenthèse aussi pour Alicia, quitte ensuite à revenir sur votre démarche entrepreneuriale et le fait voilà, de valoriser aussi votre parcours et les ressources que vous avez su mobiliser aussi dans votre écosystème. Donc, Alicia, ça tombe bien, c'est à toi. Alors bonjour à tous, je suis Alicia Bernabeu et je vais vous présenter mon projet qui s'intitule iSport. Donc sur ce projet, on est deux, moi-même et mon collaborateur Romuald Courtois. Sur la prochaine slide. Et du coup, on a un peu le même parcours. On est tous les deux issus des licences ergonomie du sport et performance motrice à Marseille. Et on est dans le même master, des facteurs humains. Donc, on a vraiment des profils similaires. L'idée du projet, elle vient d'un projet de cours. À la base, on travaillait du coup sur le eye tracking. Il fallait trouver comment utiliser ce dispositif. Et on était tous les deux passionnés de jeux vidéo et on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être utiliser ce dispositif pour pouvoir
du coup améliorer nos performances en jeu vidéo. Par la suite, il y a eu un événement dans notre faculté, donc c'est juste sur la prochaine slide. Voilà. Du coup, c'était un Startup Weekend organisé à la faculté des sciences du sport et on a décidé du coup de présenter notre projet et de l'avancer. Il se figure qu'on a remporté ce Startup Weekend et qu'on s'est dit, OK, peut-être que le projet peut vraiment se lancer, qu'il vaut quelque chose. Donc, on a décidé d'approfondir ça. C'est pour ça qu'on s'est dirigé vers Pépite. Dans un premier temps, on a juste suivi une unité d'enseignement pour en apprendre un peu plus sur l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que il y a pas mal de compétences qu'on n'a pas forcément dans notre filière. Cette année, on a décidé d'aller un peu plus loin, donc en rejoignant les entrepreneurs qui vont nous permettre aussi peut-être de recruter d'autres personnes avec d'autres compétences pour nous permettre d'aller plus loin dans le projet. Du coup, pour vous expliquer un peu plus le principe de notre projet, euh, voilà, l'analyse du besoin, c'est qu'on a vu qu'on n'était pas les seuls à pas réussir vraiment à progresser dans les jeux vidéo et que beaucoup de joueurs se retrouvaient à stagner dans leur niveau et que ça générait une certaine frustration. Cette frustration, elle est due à divers éléments comme le fait qu'il manque d'analyse. Il existe quelques applications, mais très peu sur le comportement humain. Il y a une charge mentale qui est assez importante dans les jeux vidéo. Et du coup, ça va être difficile pour eux de comprendre vraiment leur erreur sur le moment. Et le troisième facteur, ça va être de vouloir s'améliorer trop rapidement. Et du coup, ça aussi, ça peut être une source de stagnation. Euh, et du coup, sur la prochaine slide, donc notre idée, c'est de partir de l'utilisation d'un outil d'eye tracking. Donc je ne vous ai pas expliqué, mais l'eye tracking, ça va nous permettre de mesurer là où le joueur va regarder sur l'écran. On va pouvoir du coup analyser les déplacements du regard des joueurs. Et à partir de cette analyse, créer un outil d'entraînement et de feedback qui va leur permettre du coup de progresser d'une manière un peu différente de ce qui existe déjà. Voilà. Waouh, bravo. Et aujourd'hui, vous en êtes tout en termes d'avancée du projet, de par l'accompagnement que vous avez déjà amorcé? Alors, là, on a fait tout ce qui est business model, voilà, on a bien avancé, mais il nous manquait justement des compétences du coup dans le développement d'applications. C'est pour ça qu'on s'est dirigé vers les entrepreneurs, car ils font du coup collaborer des porteurs de projets et des porteurs de compétences. Comme ça, on va essayer de recruter des personnes qui vont pouvoir nous aider sur cet aspect-là et avancer vraiment sur le prototypage du projet. Donc, une équipe qui va se constituer autour de vous Oui, et qui va venir un peu compenser, je dirais, vos manques en termes de savoir-faire, de compétences, et en l'occurrence, la partie technique, un peu dev, quoi. c'est ça. Et donc là, vous allez faire quoi, le fameux MVP? Ouais. Et c'est à quelle échéance? Vous savez à Euh, peu près? Du coup, En fait, là, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses à faire, donc le projet, là, commence à être un peu compliqué, mais durant fin d'année. D'accord. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus concret Mm. pour pouvoir avoir une maquette, quelque chose qu'on peut BTB à tester par la suite avec des joueurs, des partenaires, etc. Voilà, c'est ça. Et en parallèle, mon collaborateur Romuald Courtois va faire un stage vraiment spécifique dans le jeu vidéo pour pouvoir faire une preuve de concept et vraiment avoir du coup une preuve que notre outil va apporter quelque chose. Une question pour les deux, de par vos cursus, entre guillemets, de formation, aujourd'hui, dans votre démarche entrepreneuriale, quelles sont les compétences qui vous ont éventuellement fait défaut, manquer, pour pouvoir modéliser un projet entrepreneurial, une idée entrepreneuriale? Adem? Oui, alors, dans notre cas, en fait, on a déjà en STAPS, avec certains cursus, mais même en STAPS même, des cours qui sont sur le développement de projet. Et donc, en fait, D'accord. déjà, j'étais surpris d'avoir pas mal de connaissances et des compétences aussi, parce qu'on est amené à faire des projets de groupe un peu de la licence 2, on va dire, jusqu'à maintenant, le master 2. On fait que les projets de groupe où on a des contraintes et temporalités différentes. On touche un peu à tout. Et donc, Mhm. et on a des cours aussi spécifiques sur le management de projet. Donc, on a D'accord. cette notion d'initiation au business model Canva, enfin, toutes les notions qui peuvent permettre du coup l'émergence du coup d'une idée entrepreneuriale.
J'étais étonné de les avoir en STAPS et franchement, c'est une plus-value qui est assez bonne à faire valoriser sur un CV ou même dans les compétences de la vie de tous les jours, quoi. Et sur la partie donc marketing, les aspects un peu gestion, chiffrage, est-ce que là-dessus aussi la maquette pédagogique permet d'aborder ces sujets-là ou est-ce qu'aujourd'hui ça vous fait un peu défaut? Non, sur le coup, voilà, on a une vision globale de comment structurer un projet. Après, les outils, les versions un peu spécifiques, donc chiffrage, les budgets, tout ça, ça reste, on dégrossit les choses, mais on rentre pas vraiment dans les détails. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a été un peu de l'avant et qu'on allait solliciter aussi une structure comme Pépite qui nous permet du coup d'avoir tout ce complément-là. Et du coup, on arrive à s'en sortir un peu avec les mentors, les aides juridiques, les aides financières. Enfin, on a vraiment une bonne base autour de nous, un écosystème qui nous permet du coup d'être un peu chouchouté et d'avoir du coup une plus-value en sortie de diplôme en fait. Alicia, de votre côté, avec Romuald? Alors là, je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai qu'on est très pluridisciplinaire et on a aussi eu des projets de groupe justement dans le management de projet, ce qui nous a permis aussi de faire des applications. Et oui, c'est surtout les éléments plus spécifiques qui sont un peu plus compliqués à obtenir. Et c'est pour ça que Pépite, où j'ai aussi été accompagnée par Réforme, vont nous permettre d'avancer là-dessus. Et ce qui est bien, c'est sur vos trois slides chacun, vous avez tout de suite posé le cadre et de manière très structurante, puisqu'il y a l'un qui a utilisé, Adem qui a utilisé le terme problématique, et Alicia qui a mis en avant le besoin. Ça, c'est l'élément clé, en tout cas, d'une démarche entrepreneuriale, c'est partir d'un besoin. On ne se fait pas plaisir juste à vouloir, parce qu'on est passionné de jeux vidéo, à essayer un peu en mode geek à réfléchir à une solution toute faite, ou en tout cas un produit un peu génial qui va révolutionner le monde. C'est vraiment de partir d'une observation, partir d'une analyse, identifier un besoin, un problème, et ensuite réfléchir avec les parties prenantes à une solution. Donc voilà, toujours par rapport à la démarche entrepreneuriale, c'est détecter une opportunité, c'est ce que vous avez fait, en observant en tout cas autour de vous, de par vos pratiques, vos passions. Donc Alicia est plutôt partie, elle, de sa passion. Et puis, ADM, rien à voir avec le sport, le e-sport ou le jeu vidéo. Lui, son truc à lui, c'est l'électricité. Voilà, il est omnibulé par les prises. Il n'a pas de rallonge électrique chez lui. Il n'aime pas avoir des câbles partout. Et il s'est dit, tiens, ce serait bien de repenser un peu l'approche avec induction qui commence un peu à se démocratiser. Et lui, il part du principe que ça va devenir un standard. Donc, si ça devient un standard, entre guillemets, il faut vite surfer sur cette vague et de voir comment l'incrémenter entre guillemets, l'imposer demain dans le cadre des rénovations. C'est un peu ça, Adem. J'ai pas d'autre chose à dire de plus. Vous avez bien synthétisé, ouais. C'est vraiment ça. Après, il y a les aspects un peu techniques et je pense qu'il ne faut pas non plus se décourager. Je pense qu'il faut être ambitieux, d'oser en tout cas, malgré que votre formation ne vous a pas forcément préparé à ça, mais d'aller sur des projets un peu techniques parce que les ressources, les compétences, les expertises, vous allez savoir les mobiliser. C'est ça, en fait, C'est il faut aller essayer de chercher du coup ce qui nous manque. En fait, il ne faut pas avoir peur de se lancer parce qu'on se dit bah, peut-être que je suis pas un expert dans ce domaine-là, je suis pas, voilà, comme vous avez pu le dire, moi je suis pas du tout dans le domaine de l'électricité, Zakaria non plus. Et pourtant, ça nous a pas empêché de se lancer là-dessus. Donc on fait notre bout de chemin comme on peut avec nos connaissances et après, c'est sûr qu'il faudra s'entourer de personnes qui vont nous permettre du coup d'aller au bout vraiment de ce projet-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être proactif, il faut en parler, il faut être preneur de tout ce qui peut venir au début. Il faut vraiment chercher, quoi. Mais voilà. Demain, si vous avez l'opportunité de recruter ou de faire rentrer à vos côtés un troisième associé porteur de projet, il aurait quel profil? Alors, typiquement, ce serait un profil très ingé, très élec. Donc, ce qui nous manque, en fait, le plus, c'est dans ce projet-là, on peut pas s'imposer comme des fervents lanceurs de prises électriques si on ne connaît pas un minimum le domaine. Donc, on a beau faire des recherches, il faut quand même quelqu'un qui ait assez compétence dans ce domaine-là et qui permet, du coup, enfin, qui a les connaissances qui nous permettent, du coup, de développer ce produit-là au bout. Donc, l'idée, c'est bien. Après, il faut savoir aussi la construire
Et pour ça, ils nous font peut-être encore quelqu'un. On est encore à la recherche de cette personne-là, mais ça ne saurait tarder. Enfin, Est-ce que, on est optimiste. est-ce qu'aujourd'hui, forcément, vos interlocuteurs ont pointé du doigt ce manque Pas spécialement, pas spécialement parce au que sein de l'équipe? non. Alors, il faut se prendre du recul et savoir qu'à un moment donné, ça va bloquer. Enfin, si on n'a pas les compétences, on ne pourra pas. Mais dans le montage du projet, dans la preuve de concept, dans tout ce qui est étude du marché, finalement, pour le moment, on n'en a pas vraiment besoin. Là, vraiment, on est en train de. Donc, pendant ces 2 ans, on a vraiment étudié le marché, voir ce qui était possible, affiner du coup la demande, essayer de proposer quelque chose qui réponde à ce que nous, on a envie de concevoir et ce que les gens attendent vraiment. Euh, mais pour le moment, c'est pas encore pointé, mais on sait que voilà, on nous prévient, on nous dit attention, il faut quand même réfléchir à ça. Et c'est vrai que c'est l'une des questions phares qu'on a en ce moment, quoi. Donc, à un moment ou à un autre, il faut la caution un peu scientifique, ingénieur, la blouse blanche pour pouvoir un peu cautionner le côté un peu sérieux, technique, et ingénierie du projet. C'est ça. Même si dans nos formations, on a des compétences aussi, hein. On a fait de la conception assistée par ordinateur. On a des notions d'ingénierie, d'ergonomie. Mais c'est plutôt l'électricité, enfin vraiment tout ce qui est norme, même rien que la réglementation. Donc on a des aides juridiques, donc ça nous permet du coup d'étayer un peu ça. Mais il faut quelqu'un quand même qui soit assez, on va dire, calé dans ce domaine-là, quoi. Alicia, de votre côté? Oui, bah, je l'ai un petit peu abordé, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers les entrepes, parce que c'est vrai qu'on a discuté avec beaucoup de personnes autour de nous et c'est quelque chose de très numérique, notre projet. Et donc c'est vraiment ça qui nous manquait, c'était cet aspect ingénierie numérique. C'est pour ça qu'on est en train de recruter un étudiant qui est en école d'ingé en ce moment et qui du coup là nous apporte un tout nouveau regard sur notre application et ça nous a fait avancer très vite en très peu de temps. Et en moyenne, chacun, tant Adem que Alicia, ça fait combien de temps que vous êtes dessus? Moi, ça fait un peu plus d'un an. On a commencé le projet en septembre 2022. Alors, comme je vous ai dit, moi, le projet, il a émergé quand j'étais en licence 2, donc ça fait peut-être maintenant 3 ans et demi, 4 ans. Mais on est vraiment dessus. Donc au début, c'était vraiment un projet de groupe très, très basique. Mais on est resté deux là-dessus. Et depuis peut-être ouais, 2 ans, depuis qu'on est, en fait, depuis qu'on est suivi par Pépite, on est vraiment à fond dessus et on essaye d'avancer dès qu'on peut. Un peu compliqué du coup avec les études, avec le travail, avec enfin, tout ce qu'il y a à côté. Mais c'est ça qu'on aime. Donc faut continuer dans cette lancée-là, quoi. D'un point de vue, je dirais, moral, énergie, est-ce qu'il y a des moments où voilà, il y a des coups de mou, on a envie un peu de baisser les bras? Comment ça se passe d'un point de vue émotion, gestion en tout cas des émotions, de l'ascenseur un peu émotionnel? Ça se passe comment pour chacun et chacune? Alors, je me permets de commencer, Alicia, ça te va? C'est bon? Oui, oui, vas-y. Ouais, donc pour notre part, en fait, on avait une idée initiale, finalement on a bifurqué, donc celle que je vous présente, c'est pas celle qu'on avait au tout début. Et c'est ça qui est bien, c'est que bah, finalement, petit à petit, on construit un projet. Et en fait, oui, on peut avoir des coups de mou, des coups ou des périodes où on n'a pas trop le temps d'avancer dessus, donc c'est un peu frustrant, bah, alors qu'on a envie, enfin, c'est pas l'envie qui manque. Mais vu qu'on a beaucoup de choses, on est jeune, on a le sport, enfin, on a tout ça, on le fait quand on peut. Et le, moi, je préfère voir le chemin parcouru. Enfin, je me régale à voir, du coup, depuis 2 ans, tout ce qui est en train de se passer et vers là où on est en train de tendre, plutôt que de me dire, ah, c'est un peu galère, enfin, c'est nul, là, c'est pas bien. En fait, toute remarque, même négative, elle reste constructive et c'est pour le bien du projet. Il faut tout prendre en compte, avec, bon, plus ou moins de prévalence, hein. Mais il faut toujours alimenter pour essayer d'affiner au mieux. Et ben, finalement, le produit final, ben, il répondra bah, au plus grand nombre, enfin au plus grand besoin, quoi. Mais ouais, le chemin parcouru est vraiment pas mal. Enfin, l'expérience est belle à vivre. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on a des moments où on est euphorique. C'est un peu comme ça. Mais le chemin est beau. Alicia, de votre côté? Oui, bah, c'est un peu ça. Après, nous, on est encore un jeune projet, donc on a un peu moins d'expérience là-dessus. Mais c'est vrai que nous, on a essayé de s'entourer au maximum de personnes, discuter beaucoup du projet. C'est vrai que des fois, on avait une idée en tête, puis on a rencontré des professionnels, par exemple, dans le jeu vidéo, qui nous ont dit oui, mais là, comme ça, c'est pas possible. Donc, ça peut démotiver. Mais le fait d'en discuter encore et encore, ça nous fait de nouvelles versions. Bah, donc oui, c'est des hauts et des bas.
Il y a même des moments où on se dit on va jamais réussir à tout gérer parce qu'on a les cours, on a le travail, tout ça. Puis c'est le moment où il faut se dire, OK, ben, je vais mettre ça un petit peu en pause, prendre du recul et après, on relance et on avance de plus belle. Donc voilà. L'un et l'autre, de par quand même l'investissement qui a été le vôtre et je dirais le questionnement autour de votre projet tout azimut sur des questions financières, juridiques, techniques, etc. Si vous deviez comparer votre projet, votre aventure entrepreneuriale à une discipline sportive, ce serait laquelle? Euh, Adem? la ténacité, enfin, si je dois mettre un seul Ouais. objectif, moi, ce serait ça. C'est faut rester focus sur les objectifs et vraiment rien lâcher pour arriver à un but. Bon, faut pas être tête baissée et se dire je prends rien en compte et j'ai mon idée, j'essaie de la mettre au bout. Mais c'est un truc, comme j'ai dit, constructif. Mais ouais, c'est être tenace et résilient aussi. C'est vrai que ça ressort beaucoup. Donc, en termes de qualité, la ténacité, la résilience. Mais si vous devez comparer à une discipline sportive, Ah, la discipline en discipline, elle-même. ouais, la discipline sportive, c'est Euh, faire le parallèle entre ce que vous alors, vivez et un sport qui peut être le MMA, qui peut être la boxe, ce que vous voulez. Voilà, si vous devez comparer ce que vous vivez, ce que vous avez vécu et ce qui vous reste à vivre à une discipline sportive. le marathon. C'est une course qui, on a l'impression qu'on s'arrête jamais. Mais la ligne, finalement, petit à petit, elle avance, elle avance. On voit pas le bout, mais on sait qu'à un moment donné, ça va arriver. Donc moi, je partirais sur le marathon. Euh, Peut-être même un petit triathlon, parce que Ouais. il y a différentes. Enfin, il faut être multicasquette. Donc je vois bien le triathlon, on passe à différentes phases. Donc ouais, plutôt le triathlon. Donc c'est une longue course et faut ne pas hésiter à changer de casquette et aller au bout, hein. Enfin, faut tout donner, quoi. Donc, quand on est sur le vélo, on change de braquet. Quand on est dans l'eau, on a l'impression de se noyer. Il y a un peu de tout ça. C'est ça, exactement. Il y a toutes ces émotions-là, mais il y a l'euphorie aussi. C'est ça qui Ah, il y a nous l'euphorie. fait tenir. Exact. Cette adrénaline qui est permanente. Alicia? Bah, je suis assez d'accord, c'est un très bon exemple parce que bah, ça demande de l'endurance, hein, c'est vraiment une longue course où on a besoin un peu de changer de casquette tout le long. Après, si je devais le comparer à ma propre discipline, parce que j'ai fait beaucoup d'équitation en compétition, c'est vrai qu'il y a des moments où on va progresser très vite et il y a des moments où on va régresser. Donc c'est un petit peu ça, il y a des moments où on va vouloir aller très très vite et puis au final, ça marche plus. Il faut faire quelques pas en arrière, prendre du recul et discuter et c'est là qu'après on va avancer. Donc voilà. Ouais, je peux même le comparer à n'importe quelle discipline sportive. Et comment vous gérez ce côté un peu palier par moment sur le projet? On a l'impression qu'on stagne, que voilà, il y a pas forcément d'évolution parce que c'est des périodes un peu latentes. Comment vous gérez ça, l'un et Euh, l'autre? Nous, ce qui nous a beaucoup aidé personnellement, c'est de discuter autour de nous. Soit des enseignants qui sont dans le même domaine, soit aller voir directement des structures sportives avec des coachs. Vraiment discuter autour de nous, plein de personnes différentes, même à des amis, ça peut vraiment nous aider à du coup traverser ces paliers. Adem? Ouais, pour ma part, j'ai la chance, enfin, on a la chance d'être deux dans ce projet-là. Donc, si quelqu'un se sent un peu moins bien, a un petit coup de mou, on sait que l'autre est là pour un peu remotiver. Et pour cette histoire de palier, c'est vrai que du coup, il faut pas avoir peur, même si on régresse. Hein, enfin, on se dit, ouais, on a fait tout ça pour rien, ou ben voilà, on a avancé sur ça, ben finalement, c'est pas la bonne voie, faut bifurquer sur une autre. Faut pas avoir peur de rebondir. Enfin, c'est surtout ça, faut pas se morfondre. Faut se dire, bah, écoute, au moins on sait que cette voie-là est éliminée et enfin, on se redonne une bonne dynamique et on se relance dans une autre voie et on essaye d'aller au bout. Mais ouais, c'est vraiment le seul. Je sais pas si c'est, enfin, je sais que c'est possible parce que beaucoup de personnes le font seul, hein, mais pour ma part, j'aime bien avoir quelqu'un sur qui m'épauler si jamais je sens que bah, il y a un petit moment de panique, enfin, ou un moment un peu à vide, quoi. Mm. Et comment on gère la prise de décision et le leadership dans un binôme comme ça, dans un duo, dans une paire de tennisman ou de squash? Bah, pour notre cas, on est vraiment d'égal à égal. Enfin, c'est comme ça qu'on se considère. Donc, chaque je vais trouver, chaque commentaire, chaque remarque est bonne à prendre et bah, finalement, on se fait évoluer l'un l'autre. Pour la prise de décision, c'est vrai qu'on a eu des points de discorde, hein, ça c'est sûr. Mais on part sur, OK, on n'est pas d'accord sur un point.
chacun va essayer du coup, en fait, on prend le problème dans le sens inverse, c'est je défends la cause de Zakaria, Zakaria défend ma cause, et finalement, en fait, on se rend compte que ben, le point de vue adverse, on va dire, enfin, le point de vue de l'autre, est finalement ben, construit, et c'est comme ça qu'on arrive aussi un peu à, à aller de l'avant, en fait. Faut vraiment pas se bloquer, ouais, faut prendre les remarques, et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est quand les points de discorde arrivent, on prend un peu le rôle inverse et on essaye du coup de trouver des arguments pour du coup ce qui de base normalement nous on est contre. C'est très sage tout ça. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y a certains moments de discorde qui se sont réglés dans l'octogone? Non, jamais. On va jamais là. Non, 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 non. On s'arrête à la parole et à la démonstration, mais on va jamais jouer au-delà. Je taquine puisqu'il faut aussi composer avec les personnalités, je dirais, Sûr. de l'un et de l'autre. On a beau être différents et on se complète bien aussi. Donc, on a besoin, je dirais, de l'énergie de l'un et de l'autre. Enfin, voilà. C'est toujours, entre guillemets, assez difficile de devoir composer à deux, d'avoir la même vision aussi Mm. importante sur le projet. Et est-ce que ça, c'est des choses que vous avez pris le temps avec vos accompagnateurs, vos coachs, de structurer, d'écrire, de formaliser sur votre vision entrepreneuriale et votre façon de voir aussi une collaboration et une association d'entrepreneurs. Je te laisse commencer, Alicia, comme tu veux. Bah, en fait, ça va être rapide, parce que pour ma part, c'est vrai que bah, c'est peut-être à tort, mais on n'a pas du tout parlé de ça, de notre vision. En fait, on a un peu la même vision avec Romuald. Si je revenais un peu sur le point précédent, c'est vrai qu'à chaque fois, on a souvent des discords, mais ça part toujours en longue discussion, et je trouve que c'est vraiment ça qui fait une force, parce que justement, ça nous apporte vraiment ces deux regards qui vont se croiser. Mais après, de manière plus spécifique, non, on n'a pas vraiment discuté de ça avec nos accompagnants, personnellement. Pas encore, en tout cas. Adem, sur la vision que Ouais. vous avez? Je te rejoins aussi, Alicia, pareil. Dans ce cas-là, alors il nous donne les outils du coup pour mener à bien ce projet-là, mais c'est vrai que la vision de l'entrepreneur, c'est, enfin, j'ai cette vision-là, c'est il faut se la construire soi-même. Et bon, c'est sûr qu'il faut en discuter du coup avec le collaborateur parce que ben, si on a des points de vue différents et que ben, finalement on n'en parle pas, enfin, on va droit au mur. Mais ouais, on n'a pas vraiment encore de structuration à ce niveau-là. C'est vrai que c'est intéressant, donc j'en parlerai aussi un peu. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est à nous de nous construire notre vision, bon, tout en étant guidé avec du coup les Bien outils, sûr, tout bien sûr. l'accompagnement. Et c'est propre à chacun, j'ai l'impression. Après, il y a la vision d'entrepreneur et la vision que vous avez de votre projet et Hmm. la façon dont vous avez envie de le construire à moyen long terme. Ok, Et, alors non, et ouais, c'est et c'est- et c'est bien d'avoir une vision partagée ouais. parce qu'à un moment ou à un autre, et je vous le souhaite, le succès sera au rendez-vous, l'argent va arriver, il y a même, pourquoi pas, une stratégie de levée de fonds éventuelle. Quand il s'agit de parler gros sous, voilà, il faut que vous ayez, entre guillemets, les mêmes envies, les mêmes velléités de ce côté-là, sur votre rapport à l'argent, sur votre rapport au risque, etc., etc. C'est voilà, la manière dont vous avez envie de construire cette aventure entrepreneuriale. Alors, sur ce côté-là, ouais, je suis d'accord. Enfin, on en a parlé déjà en amont, et ça évolue de façon de jour en jour. Mais ouais, on a une vision sur moyen et long terme de comment on voit le projet qui est assez semblable, similaire. Et on tend en fait vers cette vision-là. Donc, ouais, pour le coup, sur ça, par contre, on en a vraiment parlé. On s'est posé un petit moment pour qu'on soit sur la même longueur d'onde et qu'on aille dans la même direction, en fait, tout simplement. Mm. Alicia? Oui, nous aussi, bah, c'est un point qui est vraiment indispensable, parce que c'est hyper important. On en a discuté plusieurs fois, et on s'est vraiment mis d'accord, et on a vraiment la même vision, que ce soit à moyen ou à long terme, du futur du projet et comment on le voit vraiment. Parfait. Je ne sais pas si Manon est toujours avec nous. J'aurais juste voulu éventuellement qu'on bouge un petit peu les slides. Et je ne suis pas sûr d'avoir la main. Ah, bah voilà. Je suis toujours là. Ah, merci. Toujours dans l'ombre, mais très active. Je voulais juste vous faire réagir l'un et l'autre sur les quelques qualités bon, qui ont été évoquées tout à l'heure, hein, sur la ténacité, le côté un peu optimisme, etc.
mobiliser aussi des ressources que vous avez su aussi mettre en œuvre autour de votre projet avec des ressources d'accompagnement, compétences techniques, bureaux d'études et autres que vous avez évoquées. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans lesquels vous vous reconnaissez dans cette liste de qualités d'entrepreneur? Alicia, pour commencer. Euh, toutes celles que vous avez citées, c'est vrai que la créativité, c'est aussi indispensable, parce qu'il faut avoir l'idée, l'originalité de cette idée. Et pour moi, ce qui est indispensable aussi en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment la prise de risque. Un jour, il faut vraiment se dire, OK, on va se lancer, même si on ne sait pas si ça va marcher vraiment. Oui, la prise de risque. Et oui, la créativité, la prise de risque. Très bien. Adem? Ouais, donc dans mon cas, j'aime bien le détecter des opportunités. C'est un peu en fait ce qu'on a fait initialement, c'est trouver une problématique, essayer du coup de voir ce qui est possible, ce qui est imaginable. Donc c'est bien, je trouve que ça résume bien l'aspect un peu créatif. Détecter une opportunité, c'est ce qu'il faut un peu pour proposer un projet entrepreneurial. Après, celui juste en dessous, confiance en lui, estime de soi. Il faut savoir du coup de quoi on est capable, s'auto-évaluer, savoir nos limites pour du coup pouvoir bien cibler du coup nos attentes et ne pas être frustré de ne pas savoir faire quelque chose. J'aime bien ces deux-là. Et networker. Networker, c'est le réseau pour moi. Enfin, j'assimile ça au réseau. Et on tanne avec ça à Pépite. Il faut pas avoir peur de parler du projet, de l'idée. C'est comme ça qu'on va se faire des liaisons. C'est comme ça que. Oui, pardon. Ah non, 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 on va se faire piquer son idée, il faut jamais en parler. C'est pas ce qu'on nous dit. C'est pas ce qu'on nous dit. Au contraire, il faut pas avoir peur d'en parler. Faut surtout pas avoir peur d'en parler. Au début, c'est vrai que nous aussi, on était un peu dans cette vision-là. On va me viler l'idée. Mais on a un prof qui nous a dit si par la simple, du coup, si on dit juste notre idée, on a peur qu'on se la fasse voler, ben, finalement, notre projet, c'est rien. Parce que l'idée, ça vaut rien. La construction, ce qui découle après l'idée qui est important. L'idée, tout le monde peut avoir une idée, mais ne pas la mener à bout. Donc, faut surtout pas avoir peur de la donner, cette idée. Et au contraire, après, ça amène à une discussion. Ah, mais moi, je connais un tel qui peut faire ça. Moi, j'ai telle compétence, je peux t'aider là-dessus. Et ben finalement, à Pépite, c'est un peu ce qu'on retrouve. On est plein de filières différentes. Il n'y a pas que des STAPS, hein. Il y a des écoles d'ingé, centrales. Finalement, on s'entraide dans des compétences. Et rien que déjà dans notre petite classe, là, on est une trente, quarantaine, cette promo, on a trouvé beaucoup de liaisons. Et là, on est en train de tous un peu s'entraider sur nos projets respectifs. Donc, n'ayez pas peur d'en parler. Franchement, il faut y aller. Alicia, sur la partie networking et parler de son idée, de son projet, de verbaliser au maximum les choses. C'est vrai que je pense que tout le monde a cette peur au début d'en parler. On se dit, bah ouais, notre idée, on va nous la faire voler, mais je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Adam et c'est hyper important et c'est ça qui va justement, les discussions, va vraiment enrichir nos idées. Nous, vraiment, sans discussion, on ne serait pas du tout là où on en est aujourd'hui, on n'aurait pas du tout avancé là où on en est, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, plein d'éléments, plein d'expériences que nous, on n'a pas vécues, mais que certaines personnes ont pu vivre et qui vont vraiment nous apporter quelque chose pour faire avancer notre projet. Tout à l'heure, je crois que c'est Adam qui a parlé de persévérance aussi et ténacité. Oui. Comme par hasard, on les retrouve sur la slide, hein. Non, mais sûr, il faut savoir, enfin, il faut persévérer, il faut pas au moindre obstacle se frustrer et dire j'envoie tout en l'air. Non, ça fait partie du projet, il faut s'en accommoder. Et comme j'ai dit, hein, c'est comme ça qu'on le construit et qu'on le façonne, en fait. Au début, c'est une idée brute et avec certaines contraintes, on explore des voies, on en élimine d'autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver quelque chose qui convient à tout le monde, quoi. Et pour ça, faut toujours se stimuler, quoi. Euh, si demain vous êtes amené, pour X raison, à rejoindre une entreprise, pourquoi pas une structure sportive, un club, etc., sportif et autres, parce que votre aventure s'est tellement bien passée que vous avez revendu votre boîte, ou au contraire, malheureusement, voilà, ça n'a pas, ça a pas donné suite, ça n'a pas débouché, et que vous avez souhaité rebondir. À votre avis, comment on va vous percevoir l'entreprise? Comment vous allez pouvoir valoriser cette expérience entrepreneuriale?
Euh, Typiquement, du coup, on est dans un projet où on est un peu un couteau suisse. On essaie de toucher à tout. Euh, je trouve que c'est pas mal parce que du coup, on peut explorer du coup plein d'aspects que ben, finalement on n'a pas. Et après, on est tout ce qui est cadrage et structuration d'un projet, c'est forcément qu'on peut le transférer ces compétences et ces connaissances qu'on va acquérir finalement par essai et erreur, comme je vous ai dit. On peut les transférer dans le domaine de l'entreprise ben, parce qu'on a des projets à rendre, il faut respecter des budgets, il faut. Enfin, voilà. Toutes ces compétences-là, pour moi, elles sont très importantes et c'est comme ça qu'on peut valoriser un projet entrepreneurial. Se dire, ben, voilà, je suis parti d'une idée, ben, j'ai réussi à la concrétiser. Maintenant, je suis dans votre entreprise. J'ai une mission, ben, je vais essayer de me donner au maximum pour, ben, je vais mettre tous les moyens, tous les besoins nécessaires qui sont aux alentours de moi, dans mon réseau, les mettre à profit pour arriver à un but final, en fait, tout simplement. Donc, je Très trouve que bien. c'est là qu'on peut. Ça me va bien. Alicia? Oui, bah, je suis encore d'accord, hein. Le fait, déjà, ça va mettre en avant toutes les qualités d'un entrepreneur. Le fait, du coup, d'avoir réussi ou pas à mener un projet à bien, c'est quand même l'idée qu'on a réussi à se lancer là-dedans, mais aussi le fait qu'on ait réussi à acquérir énormément de compétences tout au long de notre projet et que ces compétences, on va pouvoir les réutiliser de plein de manières différentes. Par exemple, l'entrepreneuriat, c'est pouvoir gérer plein de choses en même temps. Et c'est une qualité qui est vraiment indispensable dans le travail, mais il y en a plein d'autres. Bien sûr. Maintenant, on va passer à la slide suivante. Comme ça va permettre d'avoir le fil conducteur. Voilà. Donc ça, c'est les principales soft skills que développe en tout cas un jeune garçon ou fille quand il fait de l'entrepreneuriat, quand il se forme à l'entrepreneuriat via un module de formation, de sensibilisation, ou quand il, entre guillemets, suit ou initie une aventure entrepreneuriale. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, hein, la persévérance, la créativité, mais c'est aussi le travail, l'esprit d'équipe, la confiance en soi, etc., un sens de l'organisation. Montrer aussi votre force de travail derrière aussi, en ayant aussi cette abnégation, cette ténacité à conduire un projet sur une certaine durée, hein, sur ce fameux marathon, sur le temps long, comme l'évoquait Adam tout à l'heure. Donc, bien sûr, ça, c'est des choses qu'on peut valoriser, je dirais, demain auprès d'un employeur pour montrer qu'il ne recrute pas un collaborateur lambda, mais un collaborateur un peu atypique, ce fameux couteau suisse qui a cette capacité à passer de la com au marketing, marketing à la gestion, à l'ingénierie, au prototypage, et que c'est difficile de le mettre dans une case, quoi. Vous voulez réagir éventuellement sur quelques éléments? Ouais, je sais que ce qu'on nous a dit initialement, c'est que il fallait aussi, quand on est plusieurs dans un projet, c'est se répartir un peu les tâches, ne pas aller sur tous les fronts. Et j'aime bien la sens de l'organisation, confiance en soi, esprit d'équipe. Il faut pas avoir peur, du coup, de laisser des tâches aux collaborateurs pour se centrer sur quelque chose de spé. Et c'est comme ça que pour moi, le projet avance au maximum parce qu'à vouloir trop s'étaler de partout, pardon, on finit par se perdre. Donc il faut rester un peu focus. Donc on a chacun un peu nos rôles dans ce projet-là. Et bon, bien évidemment, on collabore ensemble. Hein. C'est pas parce qu'il a ce versant-là qu'il va rester à 100% dans ce versant-là. Mais on a quelqu'un qui, on va dire, qui a la vision globale de cet aspect-là. Et c'est le référent un peu de ces aspects techniques, c'est l'aspect financier. Et il faut pas avoir peur un peu aussi de se répartir voilà, les tâches. Parce que, comme j'ai dit, on peut se perdre très vite. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour une raison, entre guillemets, de productivité et d'efficacité, mais c'est aussi peut-être source d'épanouissement pour que chacun ait son terrain de jeu. Aussi, aussi. C'est vrai que ça permet du coup de pouvoir explorer un domaine approfondi. Enfin, parce que si on essaie de se mettre de partout, on effleure juste et on n'a pas le temps de rester focus sur quelque chose. Ouais, c'est vrai. Alicia? Ouais, c'est vrai qu'on a été un peu confrontés à ce problème. Il y a plusieurs personnes qui nous ont mis en garde sur le fait qu'on avait vraiment des profils qui étaient très similaires. Et à un moment donné, on allait un peu se marcher dessus et plus vraiment s'apporter l'un l'autre. Et du coup, c'est vrai que partir un peu se répartir les tâches, mais aussi, par exemple, c'est vrai que tous les deux, on va faire des stages en recherche, partir dans des domaines différents pour acquérir des compétences qui vont être différentes et
comme ça apporter l'un l'autre des choses différentes et pas vraiment avoir tout le temps le même profil, faire les mêmes choses. C'est vrai que tout le temps faire les mêmes choses, ça va juste nous amener jusqu'à à la stagnation. Et c'est vrai que se répartir les tâches, c'est mieux. Parce que faire plein de choses en même temps, ça va forcément entraîner des oublis, des erreurs, alors que si chacun a vraiment ses tâches respectives, ça va être beaucoup plus organisé et plus précis. Et c'est important aussi parce que ça apportera de la lisibilité à votre activité, à votre organisation, et ça rassure vos interlocuteurs, hein. Demain, votre partenaire banquier qui est prêt à mettre de l'argent pour vous aider à développer le proto de votre projet, à l'éventuel investisseur privé, des dispositifs de prêt d'honneur, etc. Ils vont être regardants sur la dynamique de l'équipe et votre organisation. Et s'ils voient que vous êtes plutôt bien structuré, vous avez défini des périmètres pour l'un et pour l'autre et que vous avez mis en place aussi un processus de décision concerté, etc. Ça va rassurer aussi vos interlocuteurs demain en vue de vous accompagner financièrement dans le projet. Donc, c'est important aussi de montrer et de renvoyer cette image, en tout cas, d'un binôme, d'un trinôme efficace et organisé avec vraiment des périmètres dédiés. Si on peut juste voir l'avant-dernière slide me concernant avant ta conclusion. Voilà. Moi, je voulais vous présenter cette slide puisque on parle beaucoup d'entrepreneuriat et c'est très bien, hein. Moi, ça tombe bien, c'est mon dada, hein. Je prêche pour ma paroisse. Les jeunes aspirent de plus en plus à entreprendre. On le voit avec le dispositif Pépite, à la sortie des écoles, pendant les écoles, on essaie de concilier études et entrepreneuriat. Il y a toute une génération qui aspire à entreprendre, mais pour diverses raisons, on peut aussi aller se dire j'ai besoin de passer par une expérience salariale avant de me lancer parce que j'ai cette question de la légitimité parce que je suis trop jeune, on ne va pas prendre au sérieux, etc. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont très, très, très demandeuses des profils entrepreneurs et qu'aujourd'hui, elles mettent ça en avant dans leur offre d'emploi, de poste, et ils mettent en avant les qualités entrepreneuriales. Recherche, collaborateur avec l'esprit entrepreneurial, qualité entrepreneuriale. Et de plus en plus, on cherche des collaborateurs qui sont dans une posture intrapreneuriale. Donc, vraiment des gens qui vont se comporter comme des entrepreneurs, mais au lieu de le faire from scratch de zéro, ils vont entreprendre dans une structure dédiée. Créer ou lancer une business unit, une nouvelle activité, etc. Tout ça, bien sûr, comme pour un commanditaire, hein, qui est votre entreprise dans laquelle vous êtes salarié. On a le confort du salariat, mais avec cette autonomie, cette prise de décision, ce rapport au risque, cette gestion, entre guillemets, de projet qui est assez similaire, assez parallèle à l'entrepreneur. Donc, voilà, après une expérience entrepreneuriale en tant que jeune étudiant entrepreneur, on peut demain, on l'évoquait tout à l'heure, capitaliser dessus, valoriser en tout cas cette aventure et les compétences acquises. Et les transposer demain dans le domaine d'initiative. Et on l'a observé aussi pendant le Covid, où des entreprises avaient besoin de se réinventer, de pivoter, et qui ont dû en tout cas s'appuyer sur les hommes et les femmes qui font aujourd'hui sa richesse pour leur demander en tout cas des pistes ou de réfléchir à des pistes de développement pour la boîte. C'est des choses qui vous parlent, ça, la notion d'entrepreneuriat? Alors, pour le coup, c'est tout nouveau. Je ne connaissais pas du tout. Donc, j'étais très attentif là. Je l'apprends. Merci. Je vous en prie. Alicia? Oui, non, c'est pareil pour moi, j'avais jamais entendu parler de cette notion, mais c'est hyper intéressant. Donc je pense que je vais me renseigner. Donc, on va être dans la semaine créative. Durant cette semaine, on développe l'esprit entrepreneurial. Quand vous savez qu'aujourd'hui, on propose à des enfants dès le collège de faire ce qu'on appelle des mini-entreprises avec EPA, Entreprendre pour apprendre, c'est un peu comme les anthropes, mais version collège, où des enfants, jeunes ados, au Québec, on fait ça dès l'âge de 10 ans. Ils vont monter des projets. Et l'idée, c'est pas, l'objectif n'est pas l'entrepreneuriat pour qu'ils montent une boîte et faire d'eux des businessmen, des businesswomen avant l'âge. C'est regarder le monde qui les entoure, c'est s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux
et qu'ils apprennent à détecter des opportunités, à imaginer des choses nouvelles, à être créatifs. Et encore une fois, l'idée, c'est de développer le mindset, développer des soft skills qui leur seront utiles pour leur vie de tous les jours et pour leur vie demain de salarié, et d'être un salarié un peu différent des autres, celui qui réfléchit un peu plus vite que les autres, celui qui ose prendre des initiatives, celui qui ose en tout cas proposer, celui qui va aussi écouter de manière attentive les attentes particulières de sa cible, de son marché, et qui va dire, mais là, il faut développer des nouveaux produits, des nouveaux services, etc. Il va se comporter comme un entrepreneur, je dirais, malgré son statut de salarié, et qui n'est pas juste là pour faire ses heures et être dans une posture d'exécution. Donc, c'est vraiment cette posture intrapreneuriale qu'on essaye de valoriser et de transmettre avec le mindset entrepreneurial. Et ça rejoint un petit peu, je dirais, la thématique quand même de ce soir autour du mindset entrepreneurial versus, entre guillemets, un peu le côté sportif, quoi. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Totalement, oui, totalement. Oui. En sachant que vous êtes la génération qui va travailler quasiment 50 ans, hein, c'est pas pour vous faire peur. Donc, d'où la nécessité de réfléchir aussi demain à des projets, à des trajectoires de carrière où vous allez naviguer entre salariat et entrepreneuriat. Là, vous démarrez en tant qu'entrepreneur. Peut-être que dans 10 ans, vous allez rebasculer parce que vous aurez une très belle proposition dans le monde du salariat. Mais quand on a goûté à l'entrepreneuriat et qu'on est à cette posture entrepreneuriale, demain, on ne devient pas un salarié lambda, quoi. On est un salarié un peu atypique, malgré tout. Parce que ça fait partie de vous, ça fait partie de votre personnalité. Ouais, c'est ça. Alicia, on est Ah au oui. clair là-dessus? Non, non, si, si, j'avais pas mon micro. Non, mais ouais, je suis totalement d'accord. C'est vrai que on dit souvent que les entrepreneurs n'ont pas du tout le même profil. On n'a pas forcément la même vision des choses, la même vision du travail. Donc, ça nous crée vraiment un profil atypique, comme vous avez dit. Donc ça, il ne faut pas hésiter demain, entre guillemets, à bien vous vendre, à le valoriser aussi en entreprise, auprès d'un grand groupe, d'une grande marque, dans le secteur du sport ou dans d'autres univers dans lesquels vous aurez envie d'évoluer et de capitaliser sur ce que vous aurez appris. Moi, j'ai toujours de jeunes entrepreneurs comme vous, hein, depuis le temps que j'accompagne des étudiants, etc., qui quelques années plus tard m'ont dit 5 ans d'entrepreneuriat, j'ai l'impression que ça équivaut à 25 ans dans le salariat. Pour eux, c'est un accélérateur de développement de compétences, de maturation, voilà, parce qu'on est amené à toucher à tout et pour eux, c'est vraiment formateur, quoi. Quand on sort d'une aventure du start-up, avec réussite ou malheureusement, parfois des réussites comment dire, moins reluisantes. Et en l'occurrence, avec le Covid, quelques jeunes startups, malheureusement, ont dû mettre la clé sous la porte. Une sur deux, aujourd'hui, une entreprise sur deux ferme la porte au bout de 3 ans. Mais c'est aussi, encore une fois, savoir raconter son histoire et capitaliser dessus dans le monde de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, en France, on stigmatise plutôt l'échec, mais pas forcément ce qu'on a appris et ce qu'on peut mettre en avant comme qualité et comme compétence dans l'entreprise. Je sais que tu as des choses à nous dire, ma chère Manon, pour le programme de la semaine créative qui est très riche, très dense. Et moi, j'étais très bavard. Merci beaucoup Majid, merci Alicia, Adam pour ce partage d'expérience. C'était très intéressant et enrichissant. Du coup, il y a effectivement un programme qui nous attend pour toute la semaine jusqu'à vendredi, que vous retrouverez ici. Donc demain, ce sera les grandes étapes de la création avec BPI France et BGE. Mercredi, entreprendre quand on n'a pas d'idée en partenariat avec Make Sense. Jeudi, si vous êtes doctorant ou que vous souhaitez le devenir, entrepreneuriat et doctorat. Également, entrepreneuriat, transforme ton avenir et développe tes compétences. Donc, on en parlait à l'instant. Effectivement, entreprendre, c'est aussi acquérir des compétences qui pourraient vous permettre de vous insérer mieux dans le monde du travail si vous souhaitez aller vers du salariat, par exemple, et également des compétences
personnel aussi pour des projets plus perso. Et pour finir, vendredi, encore une fois sur la thématique des doctorants, donc entreprendre en étant doctorant, c'est possible, animé par Pépite France, et la présentation du statut national d'étudiant entrepreneur, si vous êtes intéressé. Je vous ai mis le lien en conversation. Le support du webinaire vous sera envoyé demain avec le lien du replay. Merci beaucoup à tous. C'est le moment de nous quitter. Voilà, on est quasiment à l'heure. Merci Océane. Bonne soirée. Au revoir. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à notre animateur Majid et Alicia et Adam pour leur participation. Merci à la Neustaps également pour ce webinaire. C'était un vrai plaisir. Voilà, bonne soirée à tous. Merci Alicia, merci Adam, merci Manon. À très bientôt. À Bonne très soirée. bientôt.